Cette année, dans ma zone géographique, les températures sont montées très vite, trop vite. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça monte aussi vite. Et à l'intérieur de la serre, c'est devenu une véritable fournaise. Et là, tous mes plants sont devenus raplapla. J'ai failli tout perdre. La végétation était devenue molle, elle était devenue tombante. Et j'ai dû agir dans les secondes qui ont suivi pour pouvoir sauver un maximum de plants et essayer de sauver la saison. Sachant qu'en plus, c'est ma première année avec cette serre. Mon ancienne serre était plus petite. Et j'imaginais naïvement que dans une petite serre, il y fait plus chaud que dans une grande serre, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, le type de bâche compte énormément dans la température à l'intérieur de la serre. Donc là, j'ai installé tout un système. Je ne me ferai plus avoir de la même façon. J'ai installé tout un système avec des tuyaux qui circulent dans tout le terrain. J'ai installé un système à l'intérieur et également, comme vous pouvez le constater, un filet d'ombrage professionnel. Donc normalement, ce type de problème ne m'arrivera plus de la saison. Et à l'intérieur de la serre, là maintenant, c'est devenu la jungle amazonienne. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, le système et l'intérieur de la serre. Et on va d'ailleurs profiter de cette vidéo pour ramasser ensemble une cagette de légumes. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Création, expérimentation et révolution, c'est la devise nationale de cette chaîne YouTube. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes que le 3 juin et je peux déjà me mettre à l'ombre de mes pieds de tomates que j'ai semés avec vous en vidéo. Maintenant, j'attends systématiquement que la météo se dégrade pour pouvoir faire une vidéo sur la serre, parce qu'au moindre rayon de soleil, la chaleur à l'intérieur devient vraiment insupportable. Donc j'ai installé par-dessus la serre un filet d'ombrage professionnel, avec un système qui la rend hyper amovible, c'est-à-dire que là, j'ai mis des clips tout autour à l'avant, avec une ficelle qui circule dans tous les clips pour pouvoir enfiler le filet d'ombrage et pour pouvoir le tendre tel une chaussette. Et sur les côtés, j'ai mis également des clips, voilà, avec de la ficelle qui est relié à des agrafes que j'ai plantées dans le sol. Et à l'arrière, là par contre, je l'ai vraiment bien attaché, ici avec des fixations en acier galvanisé. Donc en fait, du coup, pour pouvoir déployer et remployer le filet d'ombrage, c'est hyper simple. Il me suffit de détacher les 3 clips de chaque côté, les 3 agrafes, de les sortir du sol. Et ici, il me suffit de détacher la ficelle. Et du coup, ça me permet après très facilement de rabattre le filet d'ombrage à l'arrière. Et après, quand il y a de fortes chaleurs, de l'avancer vers l'avant, selon la période dans la saison. En ce moment, je commence même à me poser la question si je ne devrais pas laisser le filet d'ombrage de façon permanente toute l'année par-dessus la serre. Parce que là, ma serre a une très bonne exposition au soleil. Le soleil se lève là-bas, parcourt toute cette distance-là sans aucun obstacle pour après se coucher de l'autre côté. Donc la serre a vraiment une excellente exposition et j'ai déjà mesuré des températures à l'intérieur dépassant les 40 degrés en mars. Donc autant vous dire que je commence à me poser la question si ça ne serait pas plus un avantage qu'un inconvénient de laisser le filet d'ombrage même l'hiver, parce que ça va augmenter la durabilité de la bâche de la serre, que ça soit protégé par le filet d'ombrage, et peut-être même que ça permettrait de garder de la chaleur à l'intérieur en hiver. Ça permettrait de faire une fonction de double isolation. En plus, en hiver, j'ai toujours d'excellents résultats avec le potager d'hiver sous serre. Donc franchement, je pense pas que ça soit si gênant que ça qu'il y ait un peu d'ombre supplémentaire. C'est à réfléchir. Voyons comment ça se passe à l'intérieur. Déjà, première nouveauté, c'est que j'ai mis en bas une barrière en parpaing et j'ai mis un filet ici, que là j'ai ouvert, mais normalement le filet recouvre intégralement toute la porte. Et bien en fait, c'est parce que les animaux du jardin ont très vite compris ce que ça voulait dire un potager sur sol vivant, c'est-à-dire que j'avais les hérissons qui rentraient dans la serre et qui grattaient dans toute la serre et qui déterraient des plants, et j'avais également des oiseaux et les chats des voisins. Donc c'est pour ça que là j'ai été obligé de prendre les devants. J'ai mis une barrière anti-hérisson à la base, et là j'ai mis un filet que je déploie après pour être tranquille. Alors la catastrophe s'est passée le 30 mai. J'ai eu la combinaison de fortes températures à l'intérieur de la serre et d'une sécheresse extrême, malgré que les 2 portes de part et d'autre étaient ouvertes et malgré qu'il y ait le filet d'ombrage. Là, à l'intérieur, tous les plants étaient devenus raplapla. J'ai dû tout arroser en catastrophe. J'ai pas pris le temps de filmer parce que je devais agir très rapidement. Ce qui fait que j'ai pu sauver la plupart des plants, mais j'ai quand même eu quelques pertes. C'est-à-dire que tous les melons qui étaient ici sont tous morts. Vous voyez, il ne reste plus que ça. Là, les pieds de melon, ils sont tous KO. Là, j'ai vraiment une malédiction sur les melons qui sont du côté droit, tandis que du côté gauche, ils ont pu survivre. Donc là, j'ai un pied de melon ici et un pied de melon là. Leur objectif, c'est de couvrir le sol par-dessus le paillage pour pouvoir limiter les arrosages. Ma variété rare de piments, les piments Rainbow, les pieds de piment qui font des piments de toutes les couleurs, ont eux aussi pris un sacré coup. Là, vous voyez, les feuilles sont un peu rabougries. Encore lui, ça va, mais sur lui, c'est pire. Là, les feuilles sont vraiment recroquevillées. Et le piment jalapeno, lui c'est pareil, il a pris un petit coup, mais
il a tenu le coup pour l'instant. Tandis que les piments de l'autre côté, eux, ça va. Ils ont pris un coup aussi, mais ils ont vite repris du poil de la bête. Mais là, vous voyez, ils sont vraiment hauts, quoi. Là, ils sont de la même hauteur que les pieds de poivron, au final. Et là, on voit avec les fleurs que ça a donné vraiment des piments spéciaux, avec des couleurs très bizarres. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné. Donc là, j'ai 3 pieds de piment rainbow, qui sont à différents stades de hauteur. Et là, je pense que les piquets que j'ai mis, ils vont pas être suffisants niveau taille. Donc peut-être que je vais après continuer à les tutorer avec de la ficelle. Les oignons perpétuels, oignons rocambole, ont eux aussi pris un sacré coup. C'est-à-dire qu'ils étaient tous raplapla au sol. Mais heureusement, les arrosants, j'ai pu les sauver in extremis. Et là, je récolte vraiment en très grosse quantité. C'est-à-dire qu'en ce moment, je mange des oignons tous les jours, à tous les repas. Alors que je n'ai toujours pas récolté les oignons que j'ai plantés au potager. Donc là, franchement, c'est une culture vraiment que je vous recommande. Ça permet vraiment de récolter une très grosse quantité d'oignons sur une très bonne partie de l'année. Et puis surtout, c'est vraiment à partir de la 2e année où j'ai commencé à avoir d'excellentes récoltes. Là, vous voyez, les oignons en haut sont comestibles. Ils poussent au sommet des feuilles. Mais après, les feuilles aussi sont comestibles. Vous voyez, tout ça, c'est comestible. Toute la plante est comestible. Et c'est délicieux. Ça a vraiment un bon goût d'oignon. Je me demande même si je vais pas me faire des soupes à l'oignon. Parce que franchement, c'est tellement bon. Là, je vous recommande vraiment cette culture. Concernant les concombres, eux aussi j'ai failli les perdre, mais ça va, ils ont vite repris. Et là, ils commencent bientôt à atteindre le sommet de la serre pour certains. Et on va faire une très grosse récolte dans cette vidéo. J'ai plein de concombres à ramasser. Vous voyez, j'en ai plein partout. Là-bas, j'en ai 2. Là, j'en ai plein partout. Là aussi. Et de l'autre côté, là, les pieds de concombre, ils ont atteint une sacrée hauteur. Et c'est dommage parce que mon filet s'arrête là. Donc je pense que je vais continuer à les faire monter en les accrochant sur les fils d'Eltane. Là, vous voyez les fils qui sont là. Je vais continuer à les faire monter, quitte à faire une arche sur toute la serre. Ce sera, je pense, très esthétique. Et regardez, il y a des concombres vraiment partout. Là, ça devient vraiment la jungle amazonienne là-dedans. Là-bas, il y a un gros concombre. Là, il y en a. Là, il y en a vraiment partout. Concernant les pieds de tomates, malgré que certains ont atteint les 2 mètres de hauteur, malheureusement, les premières fleurs sont tombées à cause de la chaleur. Là où il y avait des petites tomates dessus. Donc là, les tomates, je suis un peu en retard. Là, par exemple, là, c'est les 2 pieds de tomates Black Beauty. Alors, sur les pieds de tomates Black Beauty, il reste plus qu'une tomate ici et une petite tomate là. Donc là, c'est la variété qui fait des tomates noires de chez Noir. Ça risque d'être vraiment très beau. J'ai vraiment hâte de les voir, mais voilà, les premières fleurs ont malheureusement été stérilisées. Là, il reste plus que des tomates mal formées que je vais retirer d'ailleurs. Là, les premières fleurs ont rien donné à cause de la vague de chaleur, ce qui est dommage. Hop, je vais retirer tout ça parce que ça prend de l'énergie à la plante pour rien. Donc voilà, malheureusement pour les Black Beauty, ça va pas être pour tout de suite, même si ça arrive tout doucement. Le reste, là-bas, j'ai les tomates PC, personne ne connaît. C'est ma propre variété que je reproduis chaque année. Et si je la reproduis chaque année, c'est pas pour rien. Là, je pense, la première qui va avoir ces tomates. Là, j'en ai même de très grosses qui arrivent. On peut voir là-bas. Non, franchement, je pense que ça va être le premier pied de tomate à produire ces tomates cette année. Ils ont bien supporté la chaleur, heureusement. Mais voilà, ils ont quand même pris un petit coup. À côté, là, j'ai les tomates indigo rose qui, elles, par contre, elles ont mal supporté la chaleur. On voit la forme des feuilles. Vous voyez que, tiens, il y a un gourmand sauvage dans la feuille. Voilà, elles ont pris un sacré coup. Mais il y a quand même une tomate indigo rose qui arrive, juste ici. Mais ouais, franchement, là, il y a des petites tomates également en formation. Et là, il a vraiment pris, les 2 pieds qui sont là ont vraiment pris un sacré coup. Et là, le pied de tomate le plus grand, les 2 pieds de tomate les plus grands, tomate Bosque Blue, qui fait des tomates bleues. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de tomates également. Il y en a quelques-unes quand même. Là, je remarque, là, il y en a une qui est plutôt bien. Là, il y en a une. Et on voit que les pieds de tomates, là, ils ont pris un gros coup de chaud. Là, vraiment hâte de voir les fameuses tomates bleues pousser. Voilà, 2 pieds de tomates Bosque Blue qui font 2 mètres de hauteur, qui sont vraiment devenus des arbres. C'est-à-dire qu'en fait, la partie potager est devenue plus haute que la partie forêt dans la serre. C'est-à-dire que là, les pieds de tomates se sont devenus des arbres carrément, alors que les agrumes que je vais faire monter en arbre, là, le mandarinier Satsuma, il est encore tout petit. Pareil pour le citron caviar, pareil pour le citronnier classique et pour le
Calamodin, je crois que c'est ça le nom. Par contre, je vais avoir beaucoup de calamodiniers, hein, tout plein de petits calamodins. Alors ça fait des petits agrumes qui se mangent comme des bonbons. Et là, je vais en avoir plein. La récolte va être excellente cette année, avec plein de fleurs. Là, lui, tous les citrons sont tombés malheureusement pour le citronnier classique. Tandis que pour le citronnier caviar, qui fait les citrons les plus chers du monde, là, ils arrivent. Là, j'en ai 4, j'en ai un peu partout sur le pied. Donc, je vais pouvoir manger pour la première fois des citrons caviar. J'ai vraiment hâte. Les années précédentes, vu que c'était un pied qui était en extérieur, les citrons tombaient au sol avant d'être mûrs. Donc là, normalement, dans la serre, je devrais avoir plus de récoltes et de bien meilleurs résultats. Et à côté, le mandarinier Satsuma que j'ai planté cette année, ben là, il n'y a rien pour l'instant, ça c'est sûr. Et il végète un peu, mais il pousse tranquillement. Concernant les œillets d'Inde, ces fleurs qui ont un rôle anti-ravageur au potager, ben eux poussent très bien, malgré qu'ils soient à l'ombre des pieds de tomates. Là, ils seront moins beaux que l'année dernière, je pense, parce qu'ils sont vraiment très à l'ombre. Mais ça pousse bien, il y a quand même pas mal de fleurs. Alors, il paraît que la fleur est comestible, mais à chaque fois que j'en ai mangé, j'ai été à chaque fois malade. Donc, je sais pas pourquoi. Sur moi, c'est pas très comestible. Surtout qu'on dit que ça a un délicieux goût d'ananas et que c'est parfait pour rajouter de la couleur et un goût fruité à ces salades. Mais personnellement, je me demande si c'est pas vraiment des salades justement. Non, mais je pense que c'est moi qui est intolérant aux œillets d'Inde. C'est des choses qui arrivent, hein. Tout n'est pas forcément comestible pour tout le monde. Eux, ils sont un peu moins beaux parce que je les ai plantés un peu tardivement. Et voilà, là, c'est vraiment un aimant à limaces parce que là, il y a limace qui a dévoré un peu cet œillet d'Inde là. Celui-là, ça en est mieux sorti. Mais eux, ils poussent un peu moins vite, mais ils poussent quand même tranquillement. Pour le basilic, malheureusement, il commence déjà à monter en fleurs à cause des fortes températures. Malgré que je coupe systématiquement le sommet des têtes, il monte très rapidement en fleurs. Donc je pense pas que dans la serre, je vais avoir une très grosse récolte. Je vais quand même en avoir parce que j'en ai un peu partout, mais là, malheureusement, j'en ai un tout là-bas. J'en ai un peu partout. Là, je pense que ça va surtout être au potager que je vais avoir le plus gros des récoltes. Pour les aubergines et poivrons, là j'ai un pied d'aubergine qui lui se porte superbement bien et j'ai l'autre qui a un peu un manque de lumière. C'est que là les concombres ont pris un sacré volume, donc je vais les tailler un petit peu pour qu'il ait un peu plus de lumière, mais malheureusement je pense pas qu'il va avoir suffisamment de lumière pour la saison. Après ce n'est pas grave, je suis pas très fan des aubergines, en fait je les fais limite pousser par simple but esthétique, mais j'en ai quand même un qui lui je pense va donner beaucoup d'aubergines cette année. Et poivrons, bah alors là, je commence à en avoir plein. Là, j'en ai un peu partout. Ils commencent à être gros, hein, quand même. Ils sont assez gros. Regardez. Donc là, ce sont des poivrons chocolat. Donc normalement, ils vont tous avoir la couleur chocolat. Ça va être super beau. Et c'est pour très bientôt, je pense. Donc là, j'ai un beau pied de poivron chocolat ici. Et j'ai un autre pied de poivron chocolat ici. Et eux, ils poussent tous superbement bien. Dans la partie mini forêt tropicale comestible, j'ai une nouveauté à vous faire découvrir qui est une véritable révélation. Bon, alors déjà là, les choux de Menton, eux, ils ont un peu du mal, hein. Ils ont attrapé un genre de maladie. Ils se portent bien, ils poussent bien, mais là, il va falloir bien que je les ratiboise pour pouvoir me débarrasser des feuilles qui sont malades. Là, le basilic perpétuel, là, je vous avoue que c'est un peu une déception. Voilà, lui, il pousse tranquillement, mais alors lui, il a vraiment très bien poussé et j'en ai déjà récolté pas mal. Et la déception, c'est au niveau du goût. C'est un très fort goût de lavande, très fort. Ça permet vraiment d'épicer les plats, d'avoir un goût supplémentaire, mais je le trouve pas spécialement bon. Après, c'est souvent ça avec les légumes perpétuels. Le vrai basilic, lui, a vraiment un bien meilleur goût que le basilic perpétuel. À côté, là, le physalis, lui, se porte super bien. Je vais bientôt pouvoir récolter les physalis. Il y en a partout sur le pied. Et la grosse révélation que je voulais vous faire découvrir, c'est cette plante-là. Toute nouvelle plante, la Lipia dulci, qui est en fait surnommée le sucre des Incas. C'est une plante qui a des propriétés sucrantes qui est presque équivalente à la stevia. C'est-à-dire que là, les feuilles sont très sucrées, très sucrées. Vous pouvez en mettre dans vos yaourts nature et ça les transforme en yaourt sucré. On l'appelle également la plante à miel. Et ça fait des petites fleurs qui sont elles aussi sucrantes. Donc franchement, une bonne alternative au sucre raffiné. Là, c'est vraiment une sacrée belle découverte. Alors du coup, c'est un légume qui est perpétuel, lui, oui et non, parce que
En fait, il est perpétuel sous serre. Il craint le gel. Donc là, j'espère le faire durer très longtemps sous la serre, voir ce que ça a donné. Et j'aimerais bien qu'il occupe tout cet espace-là. Il devienne une plante un peu couvre-sol. Là, franchement, très belle découverte. Et les feuilles ont vraiment un goût exceptionnel. C'est vraiment très particulier. C'est vraiment un goût très très sucré. Donc là, j'ai le petit palmier de décoration qui pousse tranquillement. Et je vais rajouter ici, à cet emplacement-là, je vais rajouter une racine de gingembre que j'ai fait germer. Donc voilà, là elle est bien germée et je vais la planter très prochainement pour qu'elle puisse après couvrir cet espace. Concernant les semis, il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai déjà fait un gros tri et je pense que je vais en refaire un. Donc il me reste 2 pieds de louffa de secours au cas où il se passe quoi que ce soit avec les pieds de louffa que j'ai au potager. J'ai un pied de pastèque qu'il va falloir que je plante. Là j'ai un pied de blette qui est un peu attaqué par des petites bébêtes. Là-bas, tout ça, je vais m'en débarrasser. Ça va aller au compost. Donc là, c'est chou Bruxelles et chou kale. En haut, j'ai un pied de tomate de secours qui va aller au compost, je pense. Là, j'ai un pied de piment jalapeno qui, lui, je vais le garder en tant que pied de secours. Là, 2 pieds de melon de secours. Pareil, là aussi. Là, j'ai des pieds de concombre que je pense que je vais mettre au compost parce que là, j'ai suffisamment de concombres. Et là-bas, j'ai un pied de piment rainbow que je vais peut-être implanter au potager. Là, j'ai un pied de mélisse que je vais planter au jardin parce que là, il commence à un peu végéter et à être un peu malade dans son petit godet tout sec. Et là, j'ai des pieds de patates douces qu'il va falloir que je bouture et que j'en fasse des plants de secours au cas où il se passe quoi que ce soit. Dans cette jardinière ici, j'ai un genre de ciboulette perpétuelle et là de persil perpétuel. Et franchement, ça aussi, le persil perpétuel, c'est une très belle découverte. C'est persil tubéreux, ça fait des genres de tubercules à la base. Et là, franchement, c'est vraiment délicieux en goût. Alors, j'aimerais idéalement les implanter au potager, mais c'est vraiment trop bon. Mais je sais pas encore parce que j'ai peur que si je les implante au potager, ils n'arrivent pas à tenir face aux fortes chaleurs. Surtout que dans les prochaines semaines, ils ont prévu vraiment des températures au-delà des 30 degrés, donc je sais pas si l'implantation se passerait bien. Alors peut-être que je vais les garder en jardinière, au moins en attendant. Et puis je vais encore y réfléchir. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai réussi à sauver in extremis la plupart des plants. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc maintenant, je vais vous parler de la stratégie que j'ai mis en place pour ne plus jamais que ça m'arrive. Et pour commencer, on a vu que là, c'est devenu la véritable forêt amazonienne. Donc là, on va tailler sévèrement et je vais vous expliquer tous les bénéfices que ça va nous apporter. Donc déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup de feuilles qui ne captent plus la lumière et du coup, qui sont devenues inutiles pour les plantes. Et il faut savoir qu'une plante, pour pouvoir maintenir une feuille verte, elle est obligée de l'alimenter en eau. Et à cause des fortes températures, cette eau s'évapore systématiquement. Donc là, le fait de bien tailler, ça va permettre d'éviter et de limiter l'évapotranspiration excessive. Donc là, déjà, on va couper tout ce qui ne capte plus la lumière. Vous voyez, toutes ces feuilles qui ne servent à rien. Les feuilles également qui sont malades. Donc là, il y a des petites taches. Bon là, c'est pas, pour l'instant, c'est pas grand chose, mais il faut se méfier. Donc, on va couper toutes ces feuilles qui sont légèrement tachées. Voilà. On va supprimer toutes les feuilles qui ne captent plus la lumière. Et on va supprimer également les zones où l'air ne passe plus. Là, vous voyez, c'est devenu un énorme buisson. Donc, on va tout tailler, tout rabattre. Et ça nous permet de nous débarrasser de tout ce qui est malade. Donc voilà, allez, c'est parti. Et voilà le travail. Là, on y voit déjà beaucoup plus clair. De tailler dans une serre, c'est très important parce que ça a 3 effets. Déjà, ça va limiter les maladies vu que l'air circule beaucoup mieux entre les pieds. Ça permet d'éviter qu'il y ait des poches d'humidité où des champignons peuvent se développer. Et ça va permettre également de limiter les arrosages parce que la plante, pour pouvoir entretenir une feuille, elle consomme beaucoup d'eau. Et cette feuille, il y a beaucoup d'eau qui s'en évapore. Et le fait de supprimer les feuilles qui ne bénéficient pas d'assez de photosynthèse, ben, ça permet de ne pas utiliser l'énergie de la plante pour rien. Donc là, déjà, ça a ces effets-là. Mais surtout, ça a un autre effet, c'est que ça permet à la lumière de mieux traverser et donc que les plantes bénéficient d'un peu plus de luminosité. Surtout quand on utilise, comme moi, la technique de la polyculture, où il y a plusieurs cultures qui n'ont rien à voir les unes des autres, qui poussent en association. Et bien, les cultures qui manquent un peu de lumière vont pouvoir bénéficier d'un peu plus de luminosité. Ça fait une sacrée quantité de feuilles quand même qui ont été retirées. Là, on peut voir. Et voici ma récolte du jour. Donc, nous avons du chou de Banton, une bonne quantité, et nous avons des tonnes de concombres. Alors là, niveau concombre, j'en ai récolté quelques-uns qui n'étaient pas trop développés parce qu'ils étaient dans des zones qui étaient un peu inaccessibles et qui poussaient dans de mauvaises conditions. Mais là, franchement,
Là, ça fait une bonne quantité de concombres, je risque pas d'en manquer. Autre installation dans la serre qui va me permettre de tenir face aux fortes chaleurs, vous l'avez peut-être vu, j'ai maintenant l'eau directement dans la serre. J'ai installé un bidon avec un petit robinet, et en temps normal, je vais remplir ce bidon avec de l'eau de pluie, sauf qu'actuellement, je commence à manquer un peu d'eau de pluie. Donc là, c'est l'eau du réseau qui est à l'intérieur. Donc là, j'ai un robinet qui va me permettre de remplir des arrosoirs pour pouvoir arroser en cas d'urgence et également pouvoir remplir les zoyas. Mais aussi, ça va m'apporter un second avantage, c'est que si jamais il y a trop de sécheresse et qu'il fait beaucoup trop chaud et beaucoup trop sec dans la serre, les plants peuvent mourir. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ouvrir là-haut. Bon, je l'avais mis à niveau, mais ça s'est un peu affaissé avec le poids de l'eau. Il va falloir que je le remette à niveau plus tard quand il sera vide. Mais voilà, le fait que ça soit ouvert, ça va permettre de faire en sorte que quand il y a de fortes chaleurs, l'eau s'évapore et ainsi rajoute de l'humidité dans la serre et va me permettre d'éviter d'avoir trop de sécheresse à l'intérieur. On l'oublie souvent car tout le monde sait que trop d'humidité dans l'air, ça peut apporter des maladies, mais pas assez d'humidité dans l'air, ça peut vraiment être mortel pour les plantes. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un juste équilibre pour que les plantes soient vraiment dans des conditions optimales. Alors la serre s'arrose toujours automatiquement via le tuyau microporeux qui circule dans toute la serre. Et avant c'était réglé sur 30 minutes d'arrosage et là maintenant je suis passé à 1 heure d'arrosage. Alors vous allez me dire 1 heure c'est énorme, mais en fait c'est un système d'arrosage par gravité. En fait c'est l'eau qui est dans les cuves qui descend et qui arrive tout seul. C'est ce régulateur qui permet d'avoir un temps d'arrosage qui est programmé. Donc voilà, là je l'ai réglé sur c'est où voilà 60 minutes et tous les jours. Et si jamais il y a une grosse période de canicule mais vraiment atroce, là, je pense que je vais passer par 60 minutes 2 fois par jour, sachant qu'avant, c'était 30 minutes. Le système d'arrosage automatique de la serre est connecté à ces 2 cuves de récupération d'eau de pluie, qui sont elles-mêmes connectées ici à la partie droite de la toiture de ma maison. Normalement, elles se remplissent assez vite, mais là, ces temps-ci, je suis tellement en déficit de pluie que j'ai été obligé, via ce tuyau, à re-remplir cette cuve, mais avec l'eau du réseau. Donc là, actuellement, c'est l'eau du réseau qui est là. Et puis après, quand cette cuve sera vide, je brancherai ici, ça c'est le tuyau d'arrosage de la serre, le tuyau qui est relié au système d'arrosage automatique, je vais le brancher ici et quand cette cuve là sera vide, eh ben je le brancherai de nouveau ici et je remplirai avec l'eau du réseau. Sachant que en plus ces cuves je m'en sers également pour arroser les arbres fruitiers qui sont encore à l'autre bout du terrain et via ce tuyau là. Et ce tuyau là me permet également de re-remplir le bassin quand il se vide trop via l'évaporation. Observons les données qui ont été collectées par la sonde météorologique qui se situe à l'intérieur de la serre. Et là, on voit clairement le jour où la catastrophe a eu lieu. Les températures sont montées jusqu'à 38,7 degrés, sachant que ça peut paraître bas par rapport aux plus de 40 degrés que je vous ai montré en début de cette vidéo. Mais là, c'est 38,7 degrés avec les 2 portes ouvertes de la serre, donc avec un courant d'air dans la serre, et avec le filet d'ombrage. Et le filet d'ombrage permet de diminuer de 10 degrés les températures à l'intérieur de la serre. Ça signifie que sans le filet d'ombrage, les températures dans la serre seraient montées jusqu'à 48,7 degrés. Donc autant vous dire que là, je peux laisser tomber le potager et je peux me lancer dans la culture de cactus à la limite. Et encore, là c'est vraiment un truc de malade. Sur cette image, j'ai fusionné les données qui ont été collectées par la sonde météorologique qui se situe au potager avec les données de la sonde météorologique qui se situe dans la serre. Et on peut voir qu'en extérieur, les températures étaient montées jusqu'à 33,5 degrés. Sachant que la sonde météorologique au potager se situe à l'ombre sous un arbre, donc non seulement ça bénéficie de la fraîcheur de l'ombre, mais en plus de la fraîcheur apportée par l'arbre. Et nous ne sommes qu'en mai, donc imaginez les températures que je risque d'atteindre dans la serre. Quand cet été en extérieur, les températures dépasseront les 35 degrés à l'ombre, voire les 40 degrés à l'ombre. En fait, ce qui est surtout fatal pour les plantes, c'est la combinaison de fortes températures, plus d'un taux d'humidité dans l'air qui est très bas et un sol très sec. Et là, ça peut vraiment tuer tout ce qui pousse dans la serre. C'est pour ça que ma stratégie pour pouvoir supporter les fortes chaleurs cet été dans la serre, c'est de générer de l'humidité dans l'air via le bidon qui se situe à l'intérieur de la serre, et également de bien humidifier le sol via le système d'arrosage automatique microporeux. Et normalement, avec la combinaison de ces 2 facteurs, je devrais passer l'été sans aucun problème. Enfin, je l'espère. Ici, ce sont les données mensuelles, et là on peut voir que malgré que les 2 portes soient ouvertes en permanence, le taux d'humidité dans l'air est assez sec dans la serre. Donc en fait, ça se traduit par un taux d'humidité dehors qui est lui aussi très sec, malgré un ressenti qu'on pourra avoir d'un air plutôt froid et humide. En réalité, l'air est quand même assez sec. Voilà, vous avez pu voir toute mon installation pour pouvoir supporter les fortes chaleurs cet été. Surtout que les météorologues ont prévu qu'il allait faire beaucoup plus chaud cet été que l'année dernière. Et vous allez me dire, c'est pas difficile au vu de l'été pourri qu'on a eu l'année dernière.
Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir être très prévoyant et faire très attention à la sécheresse cette année. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Pour l'instant, la saison se passe plutôt bien et chaque année, bien entendu, il y a toujours son lot de mésaventures. Et ce ne sont pas les agriculteurs qui vous diront le contraire. J'espère que chez vous aussi ça se passe bien et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!